Maître Quintal, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abdou, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. On a le privilège d'avoir quelqu'un qu'on a déjà eu sur le plateau dans le passé, Monsieur Jean-Léon Lafitte, qui est également vice-président de Ensemble pour protéger nos enfants et président de l'Association des parents catholiques du Québec. Bonsoir, Monsieur Bonsoir. Lafitte. Vraiment content de vous avoir avec nous. Merci pour On va l'invitation. avoir énormément de bonnes discussions ce soir concernant ce procès qui a eu lieu mardi 12 novembre dernier. Procès qui a fait quand même couler beaucoup d'encre depuis le 12 novembre dernier. Monsieur Abdou, racontez-nous ce soir quel a été l'élément déclencheur qui vous a emmené à vous retrouver en Cour supérieure du Québec cette semaine contre le Centre de services scolaires. Alors, ça a commencé quand ma fille était en 5e année. J'avais contesté un sujet en lien avec la sexualité, donc ils ont vu que j'avais une certaine gêne par rapport à ce sujet-là, et je leur ai dit tout ce qui concerne tout ce qui est sexuel, je vais être avisé à l'avance et tout. Donc il y a eu un petit litige qui est toujours en cours, mais c'est ça qui a déclenché justement les cours d'éducation à la sexualité. Ils m'ont remis main en main le formulaire. Ils m'ont dit pour l'année prochaine, voici le formulaire. Et s'il y a un élément qui vous gêne, il faudra le renseigner ici. Donc j'ai rempli le formulaire, elle est passée à l'année suivante. J'ai attendu le processus. Ils m'ont remis au mois de septembre le refus. Je l'ai contesté sur place et on m'a dit non, c'était définitif. Donc je me suis retourné au protecteur de l'élève. C'est eux-mêmes qui m'ont orienté vers cette référence. Le protecteur de l'élève a pris le temps d'analyser et c'était aussi un même refus, donc de septembre jusqu'à novembre. Et voilà, donc ayant épuisé l'école, le protecteur de l'élève, je mets en demeure la commission scolaire. Ouais. Et la commission scolaire me répond qu'il n'y aura pas de réponse. Donc, Dites-moi, M. Abdou, est-ce que le processus est clair? Est-ce que le processus est bien défini dans nos demandes d'exemption par rapport à certains aspects de ce cours culture et citoyenneté québécoise? c'est sûr que maintenant, ils ont changé, on va dire, le libellé du cours. Avant, il s'appelait ECR, maintenant c'est CCQ. Ouais. Mais l'activité en elle-même qui concerne l'éducation à la sexualité, c'est le même contenu. Donc ça n'a pas changé. Et ce n'est pas parce qu'on a changé le nom d'un cours que l'activité ne pose plus de problème ou que ma religion va changer ou peu importe. Donc le problème est toujours là. Et tant que ma fille est au secondaire, c'est sûr que chaque année, je vais suivre le contenu et vérifier de quoi il s'agit. Il faut savoir que ça a commencé en 2018 et ça couvre de la maternelle au secondaire 5. Ouais. Le contenu est public, tout le monde peut lire et voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le contenu de ce cours-là? Alors, il y a des sujets, par exemple biologiques, qui expliquent, et moi ça ne me dérange pas. Il y a des étapes pour l'enfant, pour lui permettre de s'exprimer, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, l'identité de genre, où on essaye de rendre ça normal, alors qu'ils disent eux-mêmes que c'est une théorie. Donc, tant que ce n'est pas statué, ça n'a pas sa place à l'école. À l'école, on va faire des mathématiques, de l'histoire, des choses qui sont déjà statuées. La théorie, c'est de la théorie. D'autant plus que cette théorie, elle n'a pas, disons, de place dans ma religion. Donc, doublement déjà, même si ça ne concerne pas ma fille, moi, ça me concerne directement. Et ma fille ayant moins d'outils, moins d'éléments d'analyse, d'esprit critique, et qu'on lui dise non, ça c'est un élément à prendre en considération, l'orientation sexuelle et tant de choses, donc ça peut aller très loin, sachant que dans la religion il y a certaines bases, et ces bases-là vont entrer en confrontation avec les explications des enseignants, et les enfants seront en mode juste acceptation. Ils ne seront pas en mode critique. Non, ils seront... tout à fait. Donc, c'est juste accepte ce que je te dis. Tout le monde se tait. Pour moi, c'est de la maltraitance pour des enfants faibles et fragiles. C'est une propagande. Endoctrinement, carrément. Oui, donc, tout à fait. On ne va pas avoir peur des mots. Ouais. Et les enfants sortent de ces cours-là, disons, choqués, parce qu'ils n'ont pas les mots pour répéter ce qu'ils ont compris, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Tout à fait. Et ils peuvent se retourner sur eux-mêmes. Et ce n'est pas tous les enfants qui vont exprimer ça à leurs parents. Moi, ma fille me dit tout, donc j'arrive à anticiper les choses.
Mais pour ces cours-là, j'ai tout simplement refusé. J'ai rencontré la maîtresse avant, j'ai tout fait à l'avance et j'ai donné ma position. Je leur ai dit, malgré le refus, elle n'assistera pas. Donc effectivement, juste pour vous dire, j'ai suivi le processus parce que je voulais aller au bout. Mais in fine, ma fille n'a pas suivi ces cours-là. D'accord. Juste me tourner vers Monsieur Lafitte. Vous avez vécu, vous aussi, votre lot de frustration par rapport à ce cours-là. Jusqu'à tout dernièrement, là, vous vouliez faire exempter. Vous aviez fait une demande d'exemption aussi, vous aussi, pour certains aspects de ce cours-là. Demande d'exemption, vraisemblablement, sur laquelle on ne vous a pas écouté parce qu'on a quand même endoctriné votre enfant lors d'un cours précisément. Là. Oui. En fait, cette année, on n'a pas donné l'agenda aux parents. Donc, on ne savait pas quand le cours allait être enseigné. Moi, j'avais réussi à enlever mon enfant du cours à plusieurs reprises, mais cette année, tous les enfants ont été surpris. Ils ont bien préparé leur cours. Puis, ce qui a été donné, je pense que les témoignages vont sortir partout au Québec. On en reçoit dans nos associations des parents qui nous appellent et qui nous racontent des histoires incroyables. Qu'est-ce qu'on a dit à votre fille, par exemple? À votre enfant? Oui. Bien, on a commencé, le premier cours, c'était le plus important qu'on disait, c'était le consentement. Donc, tout le cours était sur le consentement. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, on leur dit à 13 ans, vous pouvez maintenant avoir des relations sexuelles avec des jeunes de 2 ans de différence d'âge avec vous. Donc, les garçons avec les filles de 15 ans, de secondaire 2 avec secondaire 4, et inversement aussi pour les... On encourage ça, là. On leur dit ça littéralement. Vous commencez, c'est maintenant, vous pouvez commencer. Puis, mon fils est sorti de la classe, il ne savait pas trop si c'était valable également dans le sens inverse, c'est-à-dire pour... il a 13 ans, si ça pouvait aller pour les enfants avec les filles de 11 ans, quoi. Alors, il avait cette question-là en sortant de la classe. On lui a enseigné par la suite que, bon, comme il pouvait commencer maintenant, qu'il pouvait former des couples à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Ça ne répond pas à la définition du couple, mais pour eux, c'est une forme de couple. On a dit que ça ne s'arrêtait pas là. C'est juste qu'on change de nom. On peut aller jusqu'à 30 personnes à avoir des relations sexuelles ensemble et à vivre ensemble. Et à ce moment-là, on appelle un gangbang. Oui, c'est un peu ça, une sorte de partouze. Habituellement, on appelait ça de l'échangisme ou des orgies ou ce qu'on veut. Mais maintenant, on appelle ça une communauté. Et en communauté, ce qu'on a enseigné à mon enfant en classe, le professeur a indiqué une phrase qui était écrite au tableau, c'était « l'engagement dans le couple ». Alors, on barre le mot « engagement » parce que, bien sûr, dans cette forme de communauté-là, on ne s'engage pas, on participe. Donc, on parlait plutôt de participation. Ensuite, on a enseigné à mon enfant, justement, ce qui était la base de l'identité du genre, de l'idéologie du genre, à séparer le corps du cœur de l'enfant. On peut très bien avoir des relations sexuelles sans que son cœur soit complètement engagé, effectivement. Dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Pendant que le sexologue enseignait tout ça à la classe, il y avait le professeur régulier de CCQ qui était à l'arrière de la classe et qui lui surveillait. Alors, il y a un enfant pendant le cours qui s'est sauvé subrepticement dans le collège. Elle a vu qu'après 2-3 minutes, il ne revenait pas. Le professeur à l'arrière de la classe est allé fouiller dans le collège pour le ramener en classe. Ensuite, elle surveillait les enfants qui étaient en classe, qui n'écoutaient pas, qui regardaient leurs pieds ou qui essayaient de faire autre chose pour les ramener. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit, là. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un autre cours. Voyons des choses comme ça. Vous, avant de revenir avec M. Abdou et Maître Quintal, vous aussi, vous avez fait une demande d'exemption, puis apparemment, parce que la loi, puis on en reparlera avec Maître Quintal, la loi a changé depuis le 1er juillet 2024. On ne peut plus faire une demande d'exemption, on doit passer par une demande d'accommodement religieux. Alors que vous remplissez ou vous voulez faire une demande d'exemption cette année, on vous a envoyé l'ancien formulaire et non pas celui qui était relié aux accommodements religieux. Oui, exactement. Alors, il semble... Pourquoi, selon vous? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne sont pas au courant parce que c'est un décret qui est passé. Moi, je n'en avais pas entendu parler l'été dernier où on a enlevé toutes les demandes d'exemption. Mais personne n'en a entendu parler. Et j'ai entendu le ministre Drainville aujourd'hui même dire qu'il demandait au ministère de la Justice d'enquêter pour savoir justement s'il y avait des possibilités d'exemption et que pour lui, il ne voulait qu'il n'y en ait aucune à Radio-Canada ce matin. Allez, sortez-moi ce gouvernement-là puis sa presse. Oui. Comment, M. Abdou, vous avez vécu votre journée de mardi à la Cour à vous battre pour la demande d'exemption d'une partie de secours à la sexualité que l'État veut donner à nos enfants? Déjà, nous, quand on était partis, ils nous ont
c'était une demande en rejet. Donc nous, on devait déjà passer par cette étape d'acceptation de notre cause. Donc il fallait passer par, on va dire, des arguments qui voulaient nous disqualifier par rapport à la procédure. Moi, j'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu les présents qui étaient là, beaucoup de voix qu'on n'entend pas. Donc c'était important qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on puisse défendre nos enfants. Et c'est vrai que c'était impressionnant. De l'autre côté, ils ont plusieurs avocats. Nous, on était juste avec une exemption, hein, c'est tout. On est venu avec une exemption, une mise en demeure et toute une batterie d'arguments. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est de la bienveillance pour les enfants? Tout ça, c'est très simple ce qu'on demande. Ouais. Ils sont tellement bienveillants que, par exemple, pour ces partous, ils vont leur dire attention, hein, faut vous protéger. Hein. Attention, on vous a conseillé de ne pas faire ça avec des adultes qui sont plus grands que vous. Faites-le juste entre vous. C'est de la bienveillance, des conseils didactiques. Voilà, vous vous protégez, utilisez pour la fille, voilà la protection pour le garçon. Maintenant, faites ce que vous voulez, mais faites attention pour les qui sont plus grands. Non, ça, ne donnez pas votre consentement. M. Abdou, ça a été difficile pour vous de vous trouver un avocat pour vous représenter dans ce dossier-là? Alors, oui, pour continuer le processus, effectivement, j'étais dos au mur. Il fallait que je passe par un avocat. Le premier qui m'avait fait la mise en demeure m'a remboursé parce qu'il savait qu'à la cour, ça serait trop compliqué. Et là, j'avais plus le choix que d'aller au bottin du barreau. J'ai passé tout le bottin du barreau à partir du 21 janvier. Et oui, 21 janvier, donc imaginez depuis septembre que je suis en processus, on me dit le protecteur national, finalement le dernier mot est venu du régional et il n'a aucun pouvoir de révision. C'est-à-dire on vous met dans un cul-de-sac avec un processus qui ne va pas jusqu'au national, il s'arrête avec quelqu'un qui gère une région et c'est définitif. Elle ne m'a jamais appelé. Donc, zéro protection. Il n'y a pas de protection. Dans leur mission, ils sont indépendants et impartiaux, mais finalement, on ne m'a jamais appelé pour vérifier les faits qui ont été... parce qu'ils font de l'investigation. C'était définitif. Voilà, c'est ça ce qu'on a pour vous. Mais là, vous cherchez un avocat, vous avez fait le bottin du barreau du Québec. Qu'est-ce qu'on vous servait comme excuse pour ne pas vous représenter? Alors, oui, j'ai dépassé la centaine. Hein. Pour vous dire, oui. Et on ne traite pas ce genre de dossier, c'est pas dans nos cordes. Donc je me disais, c'est quoi vos cordes? Pourtant, je filtrais vraiment administrative. Dans le bottin, il y a plusieurs types de compétences. Je choisissais vraiment, c'était ciblé. Et là, non, on ne couvre pas ça. Mais moi, je précisais que c'était une poursuite administrative quand un organisme public, donc ils connaissaient la dimension. Et on avait certains qui me demandaient la mise en demeure. Et là aussi, c'était non. Peu importe ce que je faisais, c'était non. Vous aviez des noms? Que des noms. Et j'ai fait plusieurs... et Maître Quintal, une fois qu'il m'a répondu, ça c'était vraiment le sauveur. Un cadeau de Dieu. Ah oui, l'effort est récompensé à un moment donné. C'était... j'imagine. Mais c'est sûr que je savais que c'était un dossier chaud, épineux, avec beaucoup d'inconnus. Et je voulais m'assurer que Maître Quintal, c'est-à-dire s'assurer de toute la dimension. Donc j'ai été un peu direct avec lui pour lui dire, écoute, c'est un dossier qui pourrait... pour lui faire peur en partant. Pour lui faire peur, oui, parce que... Pour qu'il soit conscient de ça, en quoi il s'embarquait. J'avais tout un bottin et je ne voulais pas mettre de l'énergie sur quelqu'un qui n'était pas éclairé pour lui. Ouais. Donc je lui ai donné vraiment des mots-clés. Ouais. Il était toujours partant. J'ai trouvé ça très courageux et vaillant et je le reconnais jusqu'à aujourd'hui. Maître Quintal, bonsoir. Pourquoi avoir accepté de défendre M. Abdou dans son dossier? Je pense qu'il y aurait deux raisons en particulier. Premièrement, moi, je ne suis pas un avocat de tant d'expérience. Je veux dire, ça fait 3-4 ans là, que je suis dans le métier. Puis, il s'agissait d'une question très polarisante pour laquelle M. Benkoula était très décidé à aller de l'avant. Et j'ai un peu embrassé sa cause. Je veux dire, il s'est fait très convaincant, puis il m'a rassuré. Puis je l'ai aussi avisé de
la question des chances de succès et à quel point ça risquait d'être un parcours difficile. Ouais. Puis M. Vincula était bien au fait, accepté. Donc, de mon côté, moi, ça me permettait de prendre l'expérience pour ce type de dossier-là en particulier. Là. Il y avait quelque part un gagnant-gagnant dans ce dossier-là. Tout à fait. Dans ce dossier-là. Je vais retourner vers vous, M. Laffitte. Est-ce que ça vous surprend de ne pas voir autant de parents se battre pour le bien-être de leurs enfants? Ils se battent à leur façon. Beaucoup de parents ont trouvé d'autres solutions. Il y a des parents qui font l'école à la maison, c'est sûr et certain. Il y a d'autres solutions que je n'énumérerai pas pour ne pas les exposer. Non, je comprends. Puis, il y a eu seulement 5 personnes qui ont fait ce que M. Abdou a fait. Mais il y a des parents un peu partout qui enlèvent leurs enfants des classes, comme je le fais, comme le fait M. Abdou. Mais ce n'est pas mentionné, puis on ne les comptabilise pas. Et moi, quand j'ai fait une minorité. Oui. Parce que, soyons francs, dans les dernières manifestations qui ont eu lieu, là, les 2 dernières notamment, il n'y avait pas foule, là. Il n'y avait pas un bain de foule qui était là pour revendiquer leur droit d'exemption de leur enfant dans un cours aussi abject, là. J'ai été très surpris parce que beaucoup de gens me disaient qu'ils étaient d'accord avec nous, mais après, ils m'ont manifesté qu'ils avaient eu peur. Ils ont peur de perdre leur emploi, d'être reconnus. Ils ont peur qu'on leur dise qu'on va leur envoyer la DPJ. Ils ont peur ça, c'est des faits concrets des parents qui nous ont témoigné de ça. On leur dit, ça commence au Québec, on commence à faire la transition de genre pour votre enfant de 11 ans. Si vous vous opposez à ça, vous allez être responsable de son suicide. C'est ce qu'on a dit aux parents. Oui, mais comment on peut dire qu'on a peur puis on ne veut pas défendre nos enfants sous prétexte d'avoir peur de perdre notre emploi? Ça me l'envoie comme message. Remplissons la tête de nos enfants de merde dans nos écoles avec un cours qui est carrément abject, dans lequel on enseigne à des mineurs des choses qui n'est pas permis pour eux d'entendre à leur âge. Enseignez-leur pour que je puisse garder mon standing de vie, mon travail. Je comprends pas. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais la deuxième menace, on a vu dans d'autres provinces des parents qui se sont fait retirer la garde de leurs enfants. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Justement, on les confie au système, puis c'est un système de perversion de l'enfant avec ce qui est enseigné. Ouais. Alors, c'est un pensez-y bien. Moi, j'invite les gens à nous contacter, nos associations, parce que les parents ont expérimenté d'autres solutions. On pourra leur communiquer, leur parler certainement. pour se sauver de ce système-là. Certainement. Maître Quintal, l'avocat de la défense a mis énormément de pression. Mardi, j'ai assisté l'avant-midi justement à ce procès. A mis énormément de pression sur la juge afin de l'emmener à refuser d'entendre une portion du témoignage de votre client, M. Abdou, sous prétexte de ne pas avoir respecté les délais quant aux pièces justificatives qui auraient été remises, selon elle, tardivement. Pourquoi, dans un dossier, Maître Quintal, aussi important et controversé, avoir remis des pièces importantes tardivement, ce qui a eu pour conséquence, par exemple, le rejet d'un procès qui est demeuré théorique, sans n'avoir jamais recours à l'aspect pratique de ce cours face au témoignage de votre client? Est-ce qu'il y avait en ça une certaine stratégie de votre part? Donc, si on s'en remet au moment où j'ai été contacté, on est quelque part à la fin janvier, début février 2024, et la décision qui est attaquée, la décision administrative qui est attaquée, datait de septembre. Et entre ces 2 dates-là, il y a le moment où M. Vincula a été redirigé vers le protecteur national de l'élève. Qui a carrément servi à rien? Perte de temps? En tout cas, le tribunal va pouvoir donner des lignes directrices par rapport au processus, puis si on doit aller au protecteur national de l'élève ou si on doit directement aller devant les tribunaux pour contester une telle décision administrative d'un centre de service scolaire. Et donc, ça a amené un certain délai. Et ensuite de ça, comme M. Vincula l'a dit, il y a eu un autre délai pour trouver la personne qui pourrait le représenter. En mettant les blocs ensemble, là, il y a une période de 6 mois qui sépare ces 2 dates-là, alors que, selon la loi, le Code de procédure civile prévoit un délai raisonnable. Et ce que les tribunaux ont déterminé comme étant un délai raisonnable, là, grosso modo, on parle de 30 à 45 jours, jusqu'à 60 peut-être. Donc, on était de beaucoup plus loin à l'extérieur des délais. À l'extérieur des délais.
Et évidemment, c'était le centre du débat, là, cette première question-là, ainsi que la question du débat théorique, là, au vu de la transition législative. Je comprends. Quels sont les enjeux techniques dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui est en jeu? Vous voulez dire... Par rapport à la cause de M. Abdou, que vous gagnez, que vous perdiez, qu'est-ce qui est en jeu présentement? Bien, c'est sûr que ça n'a pas été discuté là, au fin de l'audience du 12 novembre dernier, mais c'est évidemment comment je dirais, le fait que ça entrechoque la volonté du parent de s'assurer d'avoir, disons, le gros bout du bâton sur l'éducation de son enfant vis-à-vis de l'intention du corps professoral, ou en tout cas de la fonction publique d'harmoniser, que les contenus qui soient présentés dans le cadre du cursus scolaire soient les mêmes pour tous et soient obligatoires pour tous. Est-ce qu'un dossier comme ça, emmené à la Cour supérieure, ici au Québec, peut faire objet de référence à une certaine jurisprudence pour tous les autres parents qui, par la suite, voudraient emmener leur centre d'établissement scolaire à la Cour supérieure, eux aussi, pour avoir justice sur le fait qu'ils ne désirent pas que leur enfant fasse partie de certaines portions de ce cours-là, notamment la portion qui a trait à l'identité de genre? Certainement qu'au niveau procédural, ça va donner des réponses très claires par rapport au cheminement qu'un parent devra suivre pour s'assurer de respecter le canevas nécessaire là, au niveau du délai puis de la question du débat théorique ou non. Là. Ouais. Donc, à moins qu'il y ait un changement législatif d'ici l'année prochaine, s'il y a une situation similaire qui se présente en lien avec le refus d'une demande d'accommodement pour les contenus présentés là, dans le cadre du cours de CCQ, bien là, on va avoir la réponse, à savoir est-ce qu'on doit aller devant le protecteur national de l'élève ou est-ce qu'on doit directement aller devant les tribunaux pour demander une révision judiciaire de la décision administrative en question. Ouais. On en a parlé, Maître Quintal, d'entrée de jeu un petit peu plus tôt. Depuis le 1er juillet, le formulaire d'exemption ne s'applique plus pour être exempté du cours d'éducation à la sexualité, mais a été substitué par une demande d'accommodement religieux en vertu de la loi sur la neutralité religieuse. Pourquoi? Puis qu'est-ce qui explique ce changement, selon vous? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Là. Je dois vous avouer que quand on a reçu cette nouvelle-là, parce que c'était en cours, là, en cours de processus avant de se présenter dans non, on peut comprendre que vous n'ayez pas la réponse parce que, selon les dires de M. Lafitte, l'École envoie encore l'ancien formulaire parce qu'ils ne sont même pas au courant eux-mêmes de ce changement législatif. C'est ça. Donc, dans tous les cas, cet élément-là, à lui seul, a eu un impact. Là. Je reviens à une question précédente là, par rapport à la stratégie qu'on a dû adopter, puis l'effort de proportionnalité là, entre les chances de succès et qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre le paquet alors qu'on sait qu'il y a cette question-là qui doit être tranchée par le juge au niveau procédural là, avant tout. Là. Comment on explique que de leur côté, il y était 3 avocats et que de votre côté, vous étiez seul? Ça devient un combat Goliath contre David, là. Je suis pas prêt à aller jusque-là. Peut-être que vous en voulez aller 3. Oui! Non. Mais je pense que c'est surtout le sujet qui est abordé. Là. Non seulement il y avait du monde dans les estrades, mais il y avait aussi beaucoup de personnel qui voulait assister au débat, notamment, je pense qu'il y avait une stagiaire là, qui était là aussi, en raison de l'intérêt là, que suscite ce dossier-là. Là. C'est quand le juge va rendre sa décision? Il va prendre la décision délibérée? C'est pris en délibéré, donc la décision n'a pas été rendue sur le banc, ce qui indique que le tribunal va avoir beaucoup, ou en tout cas des éléments à mettre sur un jugement plus étoffé. Ouais. Mais j'attends le jugement dans un délai de peut-être 1 à 3 mois. Là. Donc on parle de peut-être 60 jours, là, quelque chose comme ça. Avez-vous gagné quelque chose, selon vous? Pensez-vous avoir gagné quelque chose, du moins? Certainement au niveau de la réponse qu'on va avoir du tribunal par rapport à l'interprétation de ce qu'est un délai raisonnable. Et ça, surtout, et je le répète,
au vu de l'arrivée dans le portrait scolaire de cette institution gouvernementale, paragouvernementale, qui est le protecteur national de l'élève, et qui, on l'a appris pendant le processus, a plus qu'un palier. Il y a un protecteur ou protectrice régionale et un autre palier du protecteur national. Toutes ces questions-là ne sont pas claires. C'est confus. Ça a été institué vers août 2023, là, donc on a vraiment peu de réponses. Le test des tribunaux en tout cas, à ma connaissance, n'a pas été faite là, vraiment par rapport à cette question-là. M. Abdou a été missionnaire à frayer le chemin pour tous ceux qui lui succéderont par la suite. Avant de terminer, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Je veux juste repasser la parole à M. Lafitte. Vous aviez une annonce à faire de particulière ce soir pour inciter les gens là, à se mobiliser dans le cadre de ce cours-là, notamment. Oui, c'est vraiment... le gouvernement sait que nous sommes majoritaires. Les parents ne sont pas encore tous au courant, mais ils profitent du silence de la population pour imposer ce cours-là. Ce n'est pas pour rien que le cours, il ne donne pas l'agenda, c'est des... directives qui ont été données dans la formation de ne pas donner l'agenda parce qu'ils savent très bien que beaucoup de parents vont être absents. Ils ont peur que la moitié des classes soient vides. Alors, il faut que les parents se réveillent. Il faut que les parents cessent d'avoir peur puis qu'ils demandent en classe. C'est un appel qu'on a fait avec différents organismes qui vont être sur le site de EPPNE, Ensemble pour protéger nos enfants. On invite tous les parents au Québec à aller voir le site et la page Facebook. C'est en association avec d'autres groupes de parents, l'Association des parents catholiques du Québec, Unité Voix et Valeurs chrétiennes, le mouvement Citizen Go. On a d'autres associations de parents partout à travers le Québec qui sont en train de réfléchir pour s'associer à nous, pour demander à tous les parents du Québec d'exiger l'agenda scolaire de leurs enfants. On veut qu'ils demandent le contenu exact du cours, pas le programme du gouvernement. On sait déjà qu'il y a des problèmes avec l'idéologie du genre. On demande ce que le professeur va enseigner et que les directions d'école ne savent même pas et qu'ils ne veulent pas nous donner. Surtout pas nous donner. Déjà là, il y a un manque de transparence totale envers le droit de surveillance des parents qui est reconnu dans le Code civil du Québec. Et ensuite, ce qu'on demande, si on ne veut pas accéder à vos demandes, ce qui va probablement arriver. Ce qui va arriver. Ayez le courage, quel que soit le risque, car c'est très important. On a besoin d'être tous les parents au Québec ensemble. Retirez votre enfant du cours CCQ tant qu'on ne vous donne pas l'agenda et le contenu du cours. C'est l'appel, on tient à ça parce qu'il y a plus grave que les risques que vous vivez. Votre enfant, tout de suite, demain dans sa classe, il va être scandalisé. On sait, pour nous, ce que ça veut dire, quelqu'un qui scandalise un petit, un enfant. Il y a des paroles très dures là-dessus dans les évangiles. On doit prendre l'action tout de suite pour protéger notre enfant. Oui, c'est de l'abus psychologique, là. C'est littéralement ça. C'est un abus complet sur des modes qui sont complètement non fondés scientifiquement. Que les gens ont peur de dénoncer parce qu'il y a une chape de plomb qui est mise sur tout le Québec en ce moment, sur les scientifiques. Il y a un biologiste, M. François Chapelot. J'invite les gens à regarder ses vidéos où il est retraité, donc il n'est pas en danger. Il explique très bien comment l'idéologie du genre qui a été fomentée à l'UNESCO, c'est de la foutaise qui a été repris à l'UQAM et qu'on enseigne dans nos classes. Ça ne tient pas la route. Et en ce moment, on demande on accorde un accommodement religieux. Mais tous les parents au Québec, il y a des parents qui sont athées, qui sont agnostiques. Absolument. Moi, je me demande, est-ce qu'ils vont dire on est une religion athée pour pouvoir demander l'accommodement? Comment vont-ils faire pour le demander? Bon point. On rappelle, les gens peuvent vous retrouver sous le EPPNE, votre page Facebook et le site Internet. Oui, exactement. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Lafitte, ce soir. Merci. M. Abdou, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de faire part de votre témoignage et votre expérience au Palais de justice de Montréal. Maître Quintal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour répondre à nos questions un peu plus techniques, législatives. Merci beaucoup. Vous savez, que des parents trouvent normal un tel cours enseigné à nos enfants est anormal et m'emmène à me poser des questions sur la qualité de parents que ce genre de parents sont. Qu'il y ait à ce jour seulement un parent qui ait décidé d'aller en cours supérieur du Québec se battre contre ce cours,
est anormal. Que les parents ne se donnent pas la peine de se battre, se mobiliser, manifester et se lever contre un tel cours est anormal. Que des avocats défendent ce cours enseigné à des mineurs dans nos écoles où l'on expose nos jeunes à une sexualité débridée, ça, c'est aussi anormal. Que nous ne soyons pas mobilisés et renseignés dans ce à quoi nous exposons nos enfants et qu'on ne s'implique pas afin de protéger leur innocence est anormal. Que nous laissions le gouvernement passer des lois qui soustraient l'autorité parentale et qui lui donnent le droit d'enseigner des absurdités à nos enfants, c'est anormal. Que des lois encourageant le transgenrisme chez les mineurs, opérations irréversibles et engendrant de lourdes conséquences, ça aussi c'est anormal. Que les chrétiens restent silencieux, qu'ils se taisent et ne disent rien, c'est anormal. Être un parent implique de protéger nos enfants, ces enfants que Dieu nous a si bien confiés. Dans Deutéronome 6, 6 et 7, ça va nous dire « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à qui? À tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » J'espère que ce soir, vous entendez le cri de plusieurs parents, de gens qui sont à l'opposé de ce qui est en train d'être enseigné à travers de ce cours culture et citoyenneté québécoise, et qu'ensemble, nous allons être capables de se mobiliser pour faire changer ce qui est en train d'être enseigné de façon horrible à nos enfants dans nos écoles.